Mezzabella est une PME familiale qui a été fondée en 2006. Comme l'a dit Anaïs, on est juste voisins. On est une équipe de 12. On a une personne, une collaboratrice chinoise qui s'occupe depuis 2017 de tout notre contrôle qualité. Donc, il est géré en interne. Notre cœur de métier, c'est la commercialisation, la création de produits éphémères ou réutilisables dans l'univers de la table que l'on vend aux enseignes de grande distribution ou aux magasins spécialisés dans la maison, dans la déco, comme Zodio, Alinea. Et pour ce qui est GSA, c'est Casino, Système U, Auchan. Voilà. Nos designs sont made in France. Nous avons 2 graphistes chez nous en interne. Notre sourcing, c'est Asie et Europe. En termes de volume, c'est 50-50. Il faut savoir qu'il y a 13 ans, c'était 100% de la production qui était faite en Chine. Donc, il y a une véritable évolution à ce niveau-là également. Pour ce qui est de notre logistique, tout transite par notre entrepôt partenaire à Aluin. Donc, la logistique est sous-traitée, externalisée. Et nous publions 2 collections par an, donc 2 catalogues, un printemps-été et un pour les collections de fin d'année, donc Noël, Nouvel An. Aujourd'hui, on a une problématique, c'est comment acheter responsable tout en forcément préservant nos intérêts économiques et notre créativité qui est perçue comme notre vraie valeur ajoutée. Donc, quel est notre engagement sociétal et environnemental? Donc, nous travaillons avec l'Asie et l'Europe. Nous avons au jour d'aujourd'hui 25 fournisseurs que l'on considère comme des partenaires durables. Pour tout ce qui est fournisseurs en Asie, nous faisons une charte éthique que nous renouvelons une fois par an. Donc, dans la charte éthique que nous soumettons aux fournisseurs sur laquelle ils doivent s'engager sur plusieurs critères. Donc, premièrement, c'est sur l'âge minimum, parce qu'en Chine, c'est 16 ans. Donc, il ne faut pas trouver des enfants. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose auquel on fait très attention. Deuxième point, c'est le salaire minimum. Troisième point, c'est les conditions d'hygiène et les normes, que soient respectées. On a vu parfois des horreurs, donc là, on a fermé la porte, puisqu'on visite chaque fois nos usines partenaires, donc ça, c'est très important. L'équipement réglementaire également, et le temps de travail hebdomadaire, que tout soit bien encadré. Ça, c'est quelque chose qu'on formalise, nous, à notre sauce, voilà, et après, qui se concrétise avec des audits plus poussés, type BSCI, je reviendrai juste après. Donc, le choix de partenaires durables pour Mezzabella, c'est très important. Donc, on visite toutes nos usines. Donc, il y a du boulot. Mais voilà, c'est quelque chose auquel, qui nous tient aussi également à cœur de tout contrôler. Parce que vous pouvez aller en Chine et voir des très jolies choses dans les salons. Et en fait, quand vous poussez la porte, c'est les pires horreurs, les pires conditions de travail. Donc ça, c'est quelque chose où on va être sûr et on va être surtout fiers des partenaires avec lesquels on travaille. Et donc tout ça se concrétise par les BSCI. Donc qu'est-ce que le BSCI? En fait, le BSCI, c'est des audits qui sont réalisés une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, en fonction des résultats que le fournisseur obtient. Et en fait, le BSCI, c'est une démarche qui tend à améliorer les conditions sociales des travailleurs dans les usines de biens de consommation qui se situent dans les pays émergents. Donc ça a vraiment pour but de les accompagner et d'améliorer et de rendre que la chaîne d'appro soit plus éthique. Et tout ça aussi, on retrouve les mêmes critères que nous à notre échelle dans notre petite charte éthique, mais qui sont là développés en 40 pages très détaillées. Voilà. Nous, c'est quelque chose, c'est très important de travailler avec des fournisseurs qui sont audités et qui ont un résultat passable. Vous pouvez avoir des mauvaises notes et dans ce cas-là, appliquer des plans d'action corrective, donc que nous suivons également chez tous les fournisseurs. Notre politique aussi environnementale passe par le label FSC. Vous avez peut-être déjà vu ce petit label avec le petit arbre et voilà. Donc en fait, le label FSC, c'est un label environnemental qui a pour le but de garantir que la production de bois ou donc les produits dérivés de bois, donc par exemple les serviettes, les assiettes, respectent et garantissent une gestion durable des forêts. Donc la garantie, c'est que le profit financier que le produit final vous apporte ne se fasse pas au détriment de la ressource forestière. À date, on a environ un tiers de notre production qui est avec ce label, que vous retrouvez donc sur nos emballages et nos packs produits. Sur le label FSC, vous avez également le numéro de traçabilité du fournisseur. En fait, eux sont certifiés, donc ils ont un numéro. Ça permet aussi la traçabilité, que la chaîne soit bien respectée.
Pour la réduction des déchets et les infotries, donc nous tentons vraiment de minimiser la perte des déchets générés par nos productions en suggérant des produits dérivés. On a par exemple des sous-assiettes en carton qui sont prédécoupées avec une forme d'étoile. Donc l'étoile est vide, mais du coup l'étoile qu'on récupère dans le carton, on peut en faire par exemple des confettis ou des petites décos de table à mettre sur la table. Cela évite que la matière se retrouve à la poubelle alors qu'on pouvait l'utiliser. Aussi, depuis plusieurs mois, on fait attention et on réglemente vraiment l'étiquetage sur tous nos produits, nos emballages, avec des consignes de tri suivant la charte Citeo, et donc en fait qui vous dicte vraiment comment mettre chaque composant de votre emballage. À tort, par exemple, on prend un emballage, on dit la boîte de médicaments, je mets tout à la poubelle. En fait, non, vous avez la plaquette à mettre à la poubelle, la boîte sera utilisée. Donc c'est vraiment chaque composant qui sont détaillés. Quand vous avez plusieurs, vous avez du carton, un polybag en plastique. Cela vous permet de bien trier. Donc c'est quelque chose aussi qu'on a mis en place cette année. Une PLV responsable. Donc PLV, c'est la publication sur les lieux de vente. Donc c'est les présentoirs, c'est les frontons. Donc, hormis tout ce qui est emballage propre à nos productions, où là, forcément, ça vient soit d'Asie, soit d'Europe, en fait, on fait des présentoirs à façon. Et tout ça, c'est fait à 30 km de notre entrepôt, avec des matières recyclées ou 100% recyclables. Et toutes nos encres sont sans odeur et à solution basée aqueuse. C'est très important pour nous de faire ça pas loin. On a des concurrents qui font ça en Chine et qui font venir des box complets, donc des présentoirs déjà remplis. Vous imaginez la perte dans les containers et le volume qui n'est pas optimisé. J'en viens à mon prochain point, le choix du transport, l'import. On sait tous que la pollution des containers maritimes, c'est catastrophique pour l'environnement, c'est plus que l'automobile. Donc c'est quelque chose, nous, à notre échelle, pour l'instant, on ne peut pas y échapper. Il y a d'autres solutions, mais c'est beaucoup plus onéreux, comme le train. On en a fait 10 depuis 2016. Donc comme Decathlon qui a fait une grosse pub avec les trains, les drapeaux Decathlon, nous aussi, on a fait 10 containers complets. Mais bon, c'est une solution qui coûte environ 3 fois plus cher aujourd'hui qu'un container normal. Donc c'est pas accessible pour tout le monde. Tant que ce ratio ne sera pas revu à la baisse, c'est vrai que ça peut pas être une solution durable et accessible à tout porte-monnaie de sociétés, de petites PME comme la nôtre. En termes de sourcing européen, notre objectif, comme je disais, on en a eu 35, maintenant c'est vraiment jusque 40. Maintenant on essaye d'optimiser, de réduire le parc fournisseur. C'est vrai que quand vous allez dans les salons, vous êtes tenté de prendre un produit parce que c'est beau chez l'un et puis chez l'autre, et voilà, sans vraiment creuser sur le savoir-faire que chaque fournisseur sait maîtriser. Et donc ça, c'est une volonté aussi de notre part depuis plusieurs années, de dire, attends, toi tu sais bien faire ça, toi tu maîtrises telle matière première, tu maîtrises le bois, toi tu maîtrises la feutrine, tu maîtrises le carton, le coton, tout ce qui est tissu, etc. Donc on veut vraiment se centrer sur les savoir-faire de chacun et pas aller à tort développer nos gammes de produits où au final on peut se tromper parce que le fournisseur ne maîtrise pas et après on peut avoir des problèmes qualité. Donc c'est une stratégie qu'on observe depuis plusieurs années. Donc on a réduit notre parc fournisseur et pour autant le chiffre d'affaires de la société est en constante croissance. Donc je pense que c'est une stratégie qui mérite d'être connue aussi et voilà, qui peut fonctionner. Enfin, la fin du plastique jetable à horizon 2020. Donc aujourd'hui, il y a une véritable inadéquation entre les préoccupations écologiques et les matières premières qui sont disponibles commercialement ou en cours de développement. Donc nous, à notre niveau sur le plastique jetable, vous avez certainement entendu parler qu'à horizon 2020, donc demain, la législation se fait de plus en plus stricte. Donc nous, ça nous pousse aussi à anticiper les prochains changements réglementaires parce qu'on se dit aujourd'hui, il n'y a que quelques produits qui sont concernés, mais qu'en est-il de demain et en 2025 ? Donc on essaye de chercher toujours des solutions techniques à notre échelle pour répondre au mieux aux besoins de demain. Petit focus ou grand focus sur la loi plastique. Donc la loi plastique, on sait tous aujourd'hui que la transition écologique, réduction des déchets, le traitement, c'est au cœur des préoccupations de tous, des politiques, les citoyens, nous avec les réseaux sociaux, les médias, on ne voit que ça. En 2016, ça a commencé avec les sachets plastiques pétrosourcés qui ont été bannis des grandes surfaces. Ça a été remplacé par les plastiques biosourcés et biodégradables. En fait, dès lors, je pense que la réflexion des politiques a été de procéder par analogie et de décliner un décret qui n'était pas forcément applicable sur la vaisselle jetable. Donc, il y a un texte qui a été publié au Journal officiel en août 2016. Donc, il y a 3 points importants. Par jetable, c'est usage unique, donc une fois.
Le deuxième point, c'est que les éléments qui sont conçus pour être remplis sur vos points de vente, donc boissons chaudes, etc., eux, ils sont pas concernés, par ce cadre législatif parce qu'en fait, ils sont considérés comme des emballages. Donc ça veut dire que vos gobelets que vous trouverez en supermarché, vous les trouverez plus. Par contre, vous aurez toujours des gobelets dans les distributeurs de boissons chaudes. Troisième point, et donc ça c'est le point technique qui nous pose actuellement problème par rapport aux solutions qui sont disponibles à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Donc c'est que 50% de votre vaisselle plastique jetable à 2020 doit être composée d'éléments biosourcés et c'est 60% à 2025, la proportion. De plus, il faut que la vaisselle jetable plastique soit compostable industrielle et domestique. Alors, je vais vous expliquer quelle est la différence. Donc, en fait, le terme compostable, c'est la mise en œuvre contrôlée et optimisée du processus de biodégradation naturelle. Donc, la différence entre le compost domestique et le compost industriel, c'est le type des installations qui sont mises à votre disposition et aussi les températures dans lesquelles se déroule le phénomène. Donc, compostable industriel, c'est vraiment un processus qui est accéléré, optimisé pour que le phénomène se déroule le plus rapidement possible. 3 à 6 mois environ, à température constante. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à encadrer que le compost que vous aurez dans votre jardin, dans votre poubelle ou sur votre balcon, par exemple. Parce que là, en fait, c'est soumis à des variations de température. C'est beaucoup plus long. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qui pose problème en termes de solutions techniques. C'est le home compost. En compostage industriel, aujourd'hui, en plastique, vous avez des solutions qui existent. Quand ça devient home compost et donc dans votre composteur domestique, là est le problème. Donc, quel est l'impact pour nous, Mezzabella? Donc, en 2018, notre chiffre d'affaires plastique jetable, donc dit unique, ça représentait 6% de notre chiffre d'affaires. Cette année, ça fera un peu moins d'1%. Pourquoi? Parce que dès fin 2018, on a tout de suite voulu arrêter et sortir du plastique jetable. Cependant, il faut quand même savoir que nos produits, on les a fait tester et qui passaient tous 20 fois au lave-vaisselle et qui ressortaient intacts. Donc, bon, voilà, et c'était du plastique français. Mais bon, ça c'est un autre débat, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on entend que 50% du plastique, il est à usage unique, qu'on jette par an 150 gobelets par seconde en France, donc ça fait plus de 4 milliards et demi, que vous voyez des tortues avec des pailles dans le nez, bon, on peut agir et essayer de trouver des solutions. Donc, quelles sont, nos solutions et nos actions pour demain? Donc, cette année, nous avons commercialisé 2 gammes de produits plus responsables. Donc, nous avons premièrement notre gamme de papier et de serviettes recyclées, sachant que les serviettes en papier restent notre produit numéro 1. Donc, on a une gamme en papier 100% recyclé, donc qui lui donne un côté brut, avec quelques aspérités, un côté naturel qu'on peut imprimer. Deuxième point, et pareil, vous les avez derrière vous, ce sont des assiettes qui viennent d'être labellisées Home Compost, qui sont flashy, qui sont 100% fibres végétales et qui sont faites en Italie. Donc ça, c'est 2 gammes de produits qu'on a intégrées cette année sur le marché. On a un 3e projet pour 2020, c'est une vaisselle éco-friendly, donc à base de feuilles de palmier. C'est une production donc indienne. 100% compostable et sans additifs chimiques. Et le processus, il est assez simple. C'est les feuilles qui sont tombées que naturellement. Parce qu'en ce moment, vous pouvez voir des aberrations en Chine sur de la vaisselle en bois. On vous explique qu'on coupe le tronc. Cette production-là sur les feuilles de palmier, c'est quelque chose qui est naturel, sans additifs. Et on ne va pas à l'encontre de la nature. Certes, il y a une production derrière, mais c'est vraiment une reconversion d'un produit disponible naturellement. Et on le transforme en vaisselle éco-friendly. On a une autre vision aussi, c'est d'aller plus loin, vu que cette loi plastique, elle nous fait un petit peu bouger sur d'autres points, parce qu'on se dit, bon, ben voilà, il y a quelques produits aujourd'hui. Demain, qu'en est-il des emballages? Qu'en est-il du film alimentaire que nous avons sur nos assiettes, sur nos gobelets? Donc, premièrement, le film d'emballage, serviette. Aujourd'hui, c'est un film en plastique standard. Donc, nous, c'est notre volonté aussi et notre but, c'est qu'à horizon fin 2020, on ait un produit 100% compostable. Donc, serviette et l'emballage. On a une solution, c'est le PLA. Alors le PLA, c'est l'amidon de maïs. Je sais, voilà, je vois des grimaces. Je sais que c'est pas la panacée en termes écologiques, que voilà, ça demande de l'énergie liée aux machines agricoles, des pesticides, etc. Donc nous, aujourd'hui, cette solution, on a reçu un paquet, on l'a mise de côté, il faut le savoir,
parce que de toute façon, c'est pas home compost, donc on n'y arrivera pas. Mais on cherche aussi quelque chose qui soit... Enfin, ça sert à rien de dire, bah allez, on la fin au plastique pétrosourcé pour prendre un peu de biosourcé, qui au final demande 3 fois plus d'eau et qui pollue tout autant plus, sauf que bah on dit, ah non, bah c'est bien, ça vient du maïs, donc c'est faux. Mais voilà, on essaye aussi d'avancer, ça fait partie d'une démarche vraiment globale de notre société. Il y a un autre point, c'est la pellicule de plastique que vous trouvez sur les assiettes en carton actuellement, aussi à l'intérieur de vos gobelets, qui garantissent l'alimentarité ou l'étanchéité du produit. Nous travaillons sur des solutions, il y en a une, c'est un vernis qui est inodore et incolore. Par contre, bon, ce vernis-là, on peut pas tout avoir, il réduirait nos possibilités d'impression, puisque aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des finitions un peu pailletées, un peu iridescentes, brillantes, tout ça. Et forcément, bah ça passe parce que vous avez le film plastique qui protège et qui rend votre produit alimentaire. Demain, si c'est un vernis, ça sera peut-être un peu plus risqué. Du coup, nous, ça réduira la possibilité d'impression et le côté esthétique du produit. Mais de toute façon, on n'a rien sans rien. Donc, à un moment, il faut faire des concessions quand même. Et c'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer à nos clients qui disent, ah bah c'est beau, on peut imprimer. Non, bah non, soit tu veux quelque chose de brut, authentique et qui respecte l'environnement, mais on peut pas tout avoir. Donc ça, Pour conclure, je dirais que il est crucial pour nous de continuer nos démarches et nos recherches à notre échelle. Nos clients, c'est les acteurs historiques de la grande distribution. Eux, ils cherchent aussi à se renouveler, enfin, vous n'entendez que ça, ils cherchent des concepts, des corners, voilà, de faire des partenariats pour continuer à attirer leurs clients en magasin. Nous, notre challenge, c'est de leur proposer une offre en adéquation avec leurs besoins, tout en garantissant une politique d'achat toujours plus responsable. Je pense qu'on peut dire qu'on a une culture d'entreprise en avant sur la prise de conscience sociétale. En tout cas, je l'espère que voilà, on vous l'aura montré aujourd'hui, et sur les changements réglementaires. Et en fait, notre conviction la plus forte reste aussi d'allier le plaisir du beau et avec l'esthétique, avec la nécessité de réduire l'impact écologique. C'est notre challenge quotidien. Voilà. Donc, je suis Benoît, je suis responsable de la qualité et leader sur les projets d'environnement et de compliance, c'est tout ce qui tourne autour de l'achat responsable chez Tape à l'œil. Donc, aujourd'hui, en fait, Tape à l'œil est engagé dans une démarche environnementale déjà depuis plusieurs années, mais nous avons décidé de ne pas finalement faire du buzz autour de ça. L'idée, c'est vraiment de travailler nos produits avant d'aller faire du marketing en magasin. Donc aujourd'hui, on a choisi plutôt de vous parler de l'industrie de la mode, les impacts, les bonnes pratiques à adopter, sans vraiment parler de Tape à l'œil. Donc, un petit rappel de ce qu'est la RSE pour nous, enfin pour vous aussi j'imagine, c'est finalement améliorer son impact environnemental en ayant un impact positif sur la planète et sur les personnes. Dans l'industrie textile, j'ai l'expression, on sait que l'industrie textile finalement est très polluante. On entend souvent dire que c'est la deuxième industrie la plus polluante. Bon, c'est un peu contestable, mais si on regarde vraiment la chaîne de production et la supply textile complète, en effet, c'est très important pour l'environnement. Donc demain, si on veut mener une démarche RSE, si vous êtes militant RSE hyper engagé, tout le monde tout nu, on s'habille plus. Mais en fait, on peut pas. Donc une vraie démarche RSE, c'est une démarche qui va avoir un impact sur l'environnement, mais en considérant le business et la planète. Donc comment fait-on ? On a commencé par se renseigner autour des enseignes. Donc c'est pas nous, Tape à l'œil, mais il y a des études qui sont sorties, là, notamment c'est l'industrie du textile et de la maille, qui est venue questionner toutes les enseignes de la mode en France, des petits groupes, des PME, etc. et leur ont demandé quelles sont pour vous les principales thématiques sur lesquelles vous êtes challengés par vos consommateurs. Donc en effet, ils sont challengés quand leurs productions viennent hors Europe. C'est produit au Bangladesh, c'est produit en Inde, en Chine, etc. Sur la traçabilité, d'où vient la fibre, forcément c'est des questions qui ressortent. Les conditions de travail, l'impact sur la santé. Et forcément, donc c'est des sujets qui portent le consommateur, donc qui sont amenés à travailler auprès des marques. Donc 60% des marques interrogées nous disent que finalement la RSE, c'est un vrai impact sur la valorisation du produit. Donc ça apporte de la valeur ajoutée au produit. Uniquement 60% en fait. C'est ça qui est intriguant, c'est que pour 40% des gens, enfin des marques questionnées, la RSE finalement n'a pas de valeur ajoutée. Elle ne répond pas à un besoin. Et par contre, 80% des marques questionnées nous disent « moi je suis plutôt à l'aise, en sécurité par rapport aux standards, au label que j'utilise et à la certification, à la traçabilité ». Alors finalement, ce n'est pas vraiment le cas.
Donc ça, c'est un peu les labels qui ressortent au niveau des marques. Canopy, BCI, coton biologique, organique, etc. Je vous en dirai un peu plus après. On a aussi interrogé nos clients. On leur a demandé qu'est-ce que pour vous la RSE dans l'industrie de la mode. Alors ils nous disent c'est des produits sains, sans produits chimiques, c'est des produits biologiques, c'est des produits recyclés qui font partie d'une économie circulaire qu'on va pouvoir, c'est des sujets communs avec vous, des produits qu'on va pouvoir recycler, réutiliser, et c'est des produits durables de seconde main. Et quels sont les labels reconnus? On a juste questionné nos clients, ils nous parlent de Ecotex. Donc ça, c'est étrange parce que je me dis, Ecotex, c'est déjà technique au niveau du textile, c'est un label qui est assez complexe à avoir, et en fait, tous les clients connaissent, parce qu'on fait beaucoup de pubs autour de ce label. Ils nous parlent du coton BC, donc c'est un coton un peu plus responsable, et ils nous parlent du coton organique, et puis plein d'autres petits labels. Donc on se dit, c'est certainement sur ces sujets-là qu'en fait, on doit se concentrer. Et enfin, on a fait un peu de la bibliographie, donc là, c'est un peu technique, mais finalement, on s'est posé en se disant, sur l'industrie textile, sur l'industrie de la mode, quels sont vraiment les impacts environnementaux. Donc, vous avez ici la pollution de l'air, les différents types d'impacts environnementaux, et ici, finalement, c'est les étapes de production. Donc, à gauche, tout ce qui est commercialisation, magasin, entrepôt, etc. Et à droite, vraiment le début de la chaîne textile, de la transformation, c'est l'extraction et la culture des matières premières. Et ce qui est surprenant, en fait, c'est pas vraiment surprenant, mais c'est que 75% des impacts environnementaux se situent, en fait, sur l'extraction et la transformation des matières premières. Donc, quand vous avez finalement des enseignes textiles qui choisissent comme démarche RSE prioritaire de transformer leur packaging en magasin ou de changer les ampoules électriques dans leur réseau de distribution, c'est un peu, c'est bien, c'est déjà une étape, mais c'est un peu du greenwashing, parce que le vrai enjeu, 75% de l'impact environnemental se situe là, sur la transformation et le sourcing des matières premières. Donc du coup, les principales thématiques qui font l'unanimité au sein de l'industrie de la mode sont les achats responsables, on en parle, c'est un peu le sujet aujourd'hui, la transparence, la traçabilité et les droits humains, la stratégie matière. Pourquoi? Pour répondre à cet enjeu environnemental de 75% d'impact, donc c'est concevoir, choisir des fibres plus éco-responsables, réutilisables. C'est un travail autour de la gestion des substances chimiques. L'industrie textile, en fait, est très polluante, surtout sur le process humide, où on va teindre la matière, mettre des apprêts. Le denim, par exemple, on utilise vraiment des produits pour bleacher, faire des effets, etc. Et c'est assez polluant, donc il faut avoir une vraie démarche environnementale pour suivre et tracer toutes les substances utilisées. L'économie circulaire, donc ça c'est la conception des produits pour améliorer leur durabilité, parce que finalement quand un produit textile est plus qualitatif, il est plus durable, donc il est moins jeté, il peut être réutilisé en seconde main, donc mettre en place des plateformes de seconde main pour aider les clients à réutiliser les produits et limiter les déchets. Et enfin, l'impact environnemental, donc sur l'eau, le bien-être animal. Et ce pôle-là est assez important parce que c'est aussi un enjeu pour être capable de mesurer finalement notre impact environnemental. Et on a l'habitude de dire, si on ne mesure pas, on ne manage pas. Il y a beaucoup d'indicateurs et d'outils aujourd'hui qui permettent finalement de tracer l'impact environnemental des produits. Donc, c'est plutôt un conseil qu'on donne aux industries sur la RSE, c'est plutôt la capacité, la première étape en fait pour s'engager, c'est déjà de cartographier, et nous on a commencé par là, cartographier nos enjeux environnementaux. Donc on a fait un graphe, c'est en fait un travail de 2-3 matinées avec les équipes qualité, RSE, produit compliance, où on est allé en fait noter finalement les produits les plus engageants pour la marque, donc quels sont les fournisseurs à risque par rapport aussi au business. Si vous avez une production de jeans au Maroc qui représente 80% de votre production, forcément ça va se retrouver au top de l'importance pour la marque. Et ensuite, on est venu ici placer les enjeux par ordre de priorité sur leur impact environnemental. Donc, quels sont les différents facteurs qu'on doit prendre en compte dans l'industrie de la mode? Je pense dans votre business aussi, c'est les pays de production. C'est finalement l'engagement le plus simple à tracer et puis en fait à prendre en compte pour évaluer la criticité en fait du risque RSE. En fait, il n'existe que des classements par risque pays.
C'est assez surprenant. On s'est rendu compte, par exemple, que la Chine avait un meilleur classement que la Turquie. Parce qu'on a beaucoup de sous-traitance en Turquie et des problèmes de traçabilité. En effet, dans la mode, quand vous placez une commande en Turquie, finalement, on ne sait jamais où elle est produite. On connaît le façonnier, mais on ne sait pas d'où ils sont allés chercher la matière, d'où vient la fibre, quel teinturier ils ont utilisé. Donc, les pays en fait sont classés comme ça par ordre de priorité, par pays à risque. Ensuite, vous avez la filière d'achat. Si vous achetez des produits à façon, c'est-à-dire que vous fournissez la matière première, en fait, juste du monde de la confection, c'est une filière un peu moins risquée. Vous avez la typologie de produits. Donc certaines matières, des vinyles, des cuirs, des produits enduits, ont un impact forcément sur l'environnement un peu plus élevé à cause des substances chimiques utilisées. Et puis les relations fournisseurs. Attention là aux enjeux de nouveaux fournisseurs avec un prix anormalement bas, des délais hyper courts et des produits canons, c'est souvent piégeux. Donc voilà, ça permet finalement de cartographier les risques. Donc vous avez en abscisse les produits impactants et les risques, et vous vous retrouvez là avec une carte qui vous dit « Ah tiens, voilà les enjeux prioritaires pour demain, on va bosser sur les dénimes en Turquie parce que c'est un produit engageant. » Et donc, je parle pas de tape à l'œil, là c'est plutôt les enjeux, les principaux outils pour s'engager. Si demain l'industrie de la mode doit avancer, et c'est ce qu'elle fait déjà, le premier gros enjeu se trouve sur la traçabilité. Donc il faut être capable finalement et c'est très difficile en fait dans l'industrie de la mode, d'avoir une visibilité totale de son parc fournisseur. Mais souvent, en fait, dans l'industrie de la mode, on est capable de remonter à la personne qui finalement monte les vêtements, le confectionnaire. On a du mal à descendre en fait une étape plus loin. On essaie de trouver souvent où il s'approvisionne en matière première, mais ensuite pour aller plus loin encore, où cette matière a été traitée, c'est plus délicat. Et ensuite pour se dire ah tiens d'où vient la fibre, c'est quasiment impossible. Donc là, il y a des outils en place pour creuser vraiment sa traçabilité. Essayer d'obtenir le plus de garanties possible pour ses fournisseurs clés, c'est-à-dire récupérer tous les certificats. Nous, aujourd'hui, nous faisons partie d'une initiative qui s'appelle ICS. Je mentionnais tout à l'heure BSCI, donc on accepte aussi les audits type BSCI, mais on a choisi de mutualiser finalement, parce qu'on avait 250 usines façonnées il y a quelques années. Aujourd'hui, on a réduit à 180. Et du coup, c'est un vrai travail de fond. Il faut mutualiser. On ne peut pas faire des audits tous les jours dans toutes nos usines. Et donc, avec les différentes enseignes de la mode, on fait partie d'un consortium qui s'appelle ICS, c'est Initiative for Compliance Social. Et là, on partage tous les rapports d'audit qui sont faits inter-enseignes. Et ça nous permet aussi de ne pas auditer plusieurs fois le même acteur et de partager aussi les plans d'action correctifs en commun. Enfin, le bloc sur les produits finis et la matière première. La réglementation sur le textile est assez simple en fait en Europe. On ne peut importer que des produits textiles répondant à l'engagement REACH, donc pas de substances chimiques nocives pour sa production. Et là, il y a un gros chantier, donc signer finalement des engagements sur des listes réduites de substances avec les fournisseurs, auditer les fournisseurs sur leurs outils pour retraiter les eaux usées, vérifier en fait dans les usines que les produits chimiques sont bien référencés, connaître les fournisseurs de produits chimiques. Enfin, c'est un vrai gros chantier d'engagement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel l'industrie de la mode a du mal aussi à creuser. Donc la deuxième étape, c'est améliorer sa traçabilité. Donc je vous parlais de la sous-traitance et de l'initiative ICS. Et enfin, travailler sur la conception du produit, donc en créant des produits éco-responsables. Donc là, c'est être capable de mesurer, c'est un gros chantier, mais qui est vraiment intéressant, parce que là, on rentre vraiment dans le cœur du produit, où on va réfléchir à l'utilisation de fibres moins impactantes pour l'environnement. Par exemple, le coton, c'est la fibre la plus utilisée aujourd'hui dans l'industrie textile. On a plus d'une trentaine de leaders du secteur de la mode qui s'engagent à utiliser un coton 100% responsable d'ici à 2025. En fait, le coton, c'est hyper impactant pour l'environnement, ça consomme énormément d'eau, énormément de pesticides, pardon. Il y a des vrais enjeux sur la partie travail, sur les ressources, et puis en fait la sécurité et la santé des employés.
Donc il y a des initiatives qui existent, il y a le fameux certificat GOTS qui permet d'avoir un coton biologique, donc là qui garantit une traçabilité tout au long de la chaîne de production. Mais si en vérité la trentaine de leaders du secteur de la mode s'engagent à faire du coton biologique demain, finalement il n'y a pas assez de production de coton biologique dans le monde pour répondre à la demande. Donc c'est un peu une fausse solution. Donc il faut trouver de nouvelles alternatives. Et notamment, il y a une initiative qui s'appelle BCI, c'est Better Cotton Initiative, qui a bien compris finalement si tout le monde se met à faire du coton bio, on ne pourra jamais répondre à la demande. Donc on va essayer de faire un coton, pas biologique, mais un peu mieux. Donc le polyester, la deuxième fibre, donc ça c'est à base industrie pétrochimique, pollution, ressources en eau et hydrocarbures. Donc le polyester, l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver du polyester recyclé. Donc on recycle par exemple des bouteilles plastiques. On recycle aussi du polyester en textile qu'on va ouvrir pour en faire des nouvelles fibres de polyester. Mais en fait, c'est toute la famille des textiles synthétiques. Le vrai problème, c'est aussi les microfibres qui sont rejetées dans les eaux. La viscose, c'est marrant parce qu'on a le même label sur la durabilité des forêts. En fait, la viscose, c'est un produit très mode. En fait, ça a deux mauvais enjeux. C'est que c'est en fait un produit textile qui est fait à base de pâte de bois. Donc forcément, ça influe sur la déforestation. Et ensuite, c'est transformé en fibre textile avec de la soude caustique. Et alors là, c'est une catastrophe pour la pollution. Donc il existe des alternatives aujourd'hui à la viscose, c'est le lyocell. C'est en fait éco-sourcé, donc c'est un label FSC pour les pâtes de bois, et ensuite transformé avec un produit moins impactant pour l'environnement. Donc là, on rentre pas dans le détail, mais c'est les alternatives sur les choix de fibres. Donc vous avez pour le coton organique, le fameux label BCI dont je vous ai parlé plus tôt, et pour le polyester, donc c'est plutôt du polyester recyclé, pardon. Donc c'est le standard GRS, Global Recycle Standard, la viscose, dont on a parlé avec le lyocell, le polyamide et l'élastane, qui sont des fibres, on en trouve partout, elles sont très difficilement recyclables. Le lin, alors ça c'est une super fibre. En plus, ce qui est drôle, c'est que dans le Nord et en Belgique, là, on est les plus gros producteurs de fibres de lin. Il y a quelques années, avant la révolution industrielle du coton, en fait, la France était le plus gros producteur. On avait l'outil industriel pour produire du lin. Et puis la révolution industrielle du coton est arrivée. On a transformé notre parc industriel et on s'est mis à produire du coton, finalement, qu'on importait d'Asie. Alors qu'en fait, on a de la fibre de lin là, à proximité. Donc, je vous conseille, et il y a des super boîtes en fait qui travaillent sur des nouvelles compositions lin innovantes dans le Nord. Donc, et ensuite, les enjeux au niveau de la fibre animale, fourrure, cuir, laine noire. Donc, de plus en plus, je ne sais pas si vous connaissez la PETA, c'est un organisme qui tous les ans met des vidéos sur Internet avec des moutons en train de se faire torturer ou des poulets. Du coup, ça met en avant, ça pointe du doigt l'industrie de la mode. On utilise tous forcément des fibres animales dans nos productions. Chez nous, on a décidé d'arrêter totalement parce que c'était trop engageant. On utilise encore un peu de laine. On a totalement arrêté le mohair, donc c'est de la laine vraiment éco-sourcée. On va vérifier les garanties de traitement des animaux. Plume d'UV, on arrête. Soit on arrête. Cuir, en fait, c'est plutôt sur le traitement du cuir qui utilise du tannage au chrome 6, qui est vraiment impactant pour la planète. Donc il commence à exister des alternatives avec du tannage végétal. Et puis les fourrures, du coup ça on n'en fait pas, mais voilà, c'est quand même hyper impactant pour la planète et puis dangereux pour l'espèce animale. Les garanties clés à obtenir sur les sites de production. Vous parliez tout à l'heure de BSCI, c'est Amorphy en fait qui fait BSCI. Et en fait, vous avez tous ces types de certifications qui sont plus ou moins adaptés en fonction des pays de production. Nous, finalement, on a choisi de partir, et c'est le cas dans beaucoup d'industries fashion dans la France, de partir sur l'initiative ICS, puisque ça nous permet de mutualiser vraiment les audits.
Le constat que je vous ai fait est un peu alarmant, mais en fait, c'était pas vraiment le message que je voulais passer. Non, mais c'est vrai qu'en m'écoutant, en fait, je me dis que je pointe du doigt finalement les enjeux. Mais ce qui est important de retenir, c'est que l'industrie de la mode est déjà en transition depuis. Ils connaissent les enjeux en fait depuis une dizaine d'années, et beaucoup de chantiers sur le sourcing responsable, sur la transformation des matières premières et des fibres sont engagés. Et franchement, on sent que les choses vont vraiment dans le bon sens. Il y a certaines enseignes qui décident de communiquer beaucoup dessus, d'autres qui le font moins, mais finalement l'impact environnemental est vraiment de plus en plus maîtrisé. On connaît les enjeux et les choses vont dans le bon sens. Après, on attend aussi une prise de conscience de la part du consommateur en favorisant les fibres avec plus de responsabilité, en demandant finalement des certifications, des labels spécifiques. Et ça doit finalement venir aussi. Pour pouvoir faire donc une offre auprès des clients, une offre responsable et des achats responsables, c'est un acte sur les engagements environnementaux. Et nous, les engagements environnementaux, ils ont déjà démarré depuis de longue date, depuis 2002. Puisque là, nous, dans notre sphère concurrentielle, aujourd'hui, on peut se rendre compte que depuis 2 ans et demi, ça bouge au niveau du packaging contenant portefeuille. Nous, c'est déjà en 2002 que ça a bougé. En 2002, on a pris l'option d'arrêter tout ce qui était non revalorisable. Donc depuis 2002, on a proposé sur le marché auprès de la clientèle que des solutions, que des emballages avec une ou plusieurs solutions de revalorisation. Donc on a déjà arrêté à l'époque des matières comme le PVC, qui sont des matières non revalorisables, qui sont enfouies ou incinérées. Au niveau des engagements aussi, toujours tournés autour de l'environnement, Anaïs en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est aussi l'analyse de cycle de vie. Et puisque PLA étant présenté initialement à la base comme une solution biosourcée, vrai, mais à la fin avec effectivement des difficultés de recyclage, de recyclabilité. Donc, avant de valider, je dirais, une solution matière, c'est aussi de regarder ce qu'on en fait ou ce qu'elle devient à la fin de son cycle. Le calcul de l'empreinte carbone, tout à l'heure Benoît a parlé un peu de l'ADEME, effectivement là aussi, depuis 2010, on a travaillé avec l'ADEME, qui est donc le partenaire CVP, sur le calcul de l'empreinte carbone. Et aujourd'hui, 100% de nos emballages, 100% des produits qui sont donc proposés auprès des clients ont un calcul de l'empreinte carbone. Tout à l'heure, je pense que c'est aussi Benoît, tu parlais de l'impact de la transformation du produit dans la RSE. Totalement d'accord avec toi, puisque avant 2010, à tort, on pensait que c'est dans nos produits, l'impact environnemental le plus fort était le transport, pour transporter un produit d'une production jusque chez le client. Avec le calcul de l'ADEME, avec le travail qui a été fait avec l'ADEME, on s'est rendu compte que le poste numéro 1 en termes d'impact environnemental était justement la matière. Et donc, par définition, sur nos emballages, le poids de la matière et donc la transformation de la matière. Moi qui suis là depuis quelques années maintenant, j'ai eu la chance de voir les évolutions. À titre d'exemple, on a démarré, avant 2010, on était sur des emballages, un bidon de 20 litres à 1080 grammes par exemple. Aujourd'hui, même bidon, même caractéristiques techniques, on est descendu à 800 grammes. La traçabilité, c'est aussi effectivement, on verra tout à l'heure, on parlera aussi d'économie circulaire, mais aussi d'économie de fonctionnalité et de sécurisation. On a aujourd'hui des solutions de partenariat pour avoir des nanoparticules insérées dans les matières premières qui permettent de garantir une traçabilité et qui permettent surtout de sécuriser éventuellement des copies falsifiées. Effectivement, l'économie circulaire, donc l'offre produit ou en tout cas dans ma mission de recherche d'achat et de solutions auprès des partenaires, c'est de travailler sur des solutions sur lesquelles on va revaloriser. On va donc une ou plusieurs solutions de revalorisation sur lesquelles on va réexploiter la matière, la réutiliser donc sur du recyclé. Et effectivement, je parlais aussi de fonctionnalités, donc apporteur de solutions de fonctionnalité pour être porteur de connaissances, de sécurité. C'est des solutions via par exemple les traceurs de matière. L'offre produit, donc effectivement aujourd'hui, c'est de proposer des solutions environnementales via
Donc la marque SoGrid, c'est une marque un label qu'on a développé, et qu'on a développé il y a quelques années maintenant, qui regroupe toutes les solutions qu'on va proposer à la base de produits biosourcés. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est les produits à base de canne à sucre. Le 100% recyclé, donc à la fois sur PET, le PP, polypropylène, le polyéthylène, et le PET, polyéthylène. Compliqué à dire celui-là. L'impact économique, enfin l'impact environnemental, pardon, on le voit ici sur 2018, 98 tonnes de CO2 économisées, grâce justement à ces offres produits qui ont été commercialisés donc en 2018. On remet ça quand même face à la taille de l'entreprise CVP que nous sommes, hein. On est PME de 18 personnes, donc imaginons qu'on multiplie ça par rapport aux grands groupes nationaux et mondiaux. On peut se rendre compte que ça peut amener effectivement des impacts environnementaux très bénéfiques. Je pense qu'on a parlé aussi un petit peu d'achat responsable local. Donc nous, le local, c'est pas le local régional, parce que bon, on n'a pas forcément toutes les entreprises, les industries de packaging, de production de packaging en régional. Donc nous, on va avoir 3 critères ou 3 segmentations, on va dire, de local. On a le plan national, le plan Europe, qui est plutôt du Europe limitrophe, frontalier, et après il y a la partie monde. En 2018, c'est 59% de nos achats en local, donc via des partenaires en France. On a 12 partenaires majeurs avec lesquels on travaille. 11 sont des sociétés familiales. Ce sont des PME familiales de plus ou moins grande taille, mais en fait, ils sont aussi sur on va dire une dynamique qui est très proche de celle de CVP, qui va être de travailler sur la pérennisation de l'entreprise à terme. 36%, ça sera d'achat donc Europe limitrophe, et 5% c'est uniquement un partenaire qui est à Taïwan, qui est lié à une croissance externe qu'on a faite il y a 4 ans maintenant, c'était en 2015, qui est un acteur à Taïwan sur des accessoires de pulvérisation. L'achat responsable chez nous, c'est aussi l'évaluation des partenaires. Mais dans ma conception, l'évaluation du partenaire, c'est pas une évaluation pour critiquer ou sanctionner le partenaire, c'est plutôt, pour moi, l'audit et l'évaluation est un axe de progression, permet de faire un point avec le partenaire, identifier et mettre en avant effectivement tout ce qui va très bien, tout ce qui est positif, mettre le doigt éventuellement sur les pistes d'amélioration, sur les axes d'amélioration, et voir ensemble comment on peut avancer et comment lui peut avancer pour répondre, je dirais, aux attentes du marché. Donc chez nous, on a mis en place donc effectivement une grille d'évaluation qui est basée sur quatre grands items: la responsabilité sociétale et environnementale, le développement durable, la performance qualité, c'est très important quand même, et la performance achat et logistique. Et d'ailleurs, il y a quand même une dimension économique qu'il faut regarder. C'est quand même des acheteurs. Enfin, c'est quand même un acheteur. Donc cette grille en fait a été basée sur donc 4 grands items avec derrière des sous-items et des questions, avec des coefficients pondérés en fonction des items, parce qu'on peut mettre aussi des axes forts, des axes priorités, entre autres sur la responsabilité sociétale et puis sur le développement durable. Et donc en fait on leur fait on leur retransmet, parce que ça c'est très important, c'est de retransmettre auprès du partenaire les résultats et pouvoir échanger derrière. Donc voilà, on a ce genre d'exemple où on le retransmet avec la note, avec les différentes notes par item. Et l'achat responsable, c'est aussi dans notre conception, c'est le partenariat. Tout à l'heure, voilà, je vous disais qu'on avait effectivement un partenaire par gamme de produits, par famille de produits. Nous, c'est vraiment le partenariat collaboratif. On part d'une attente client, d'un besoin client identifié, où on part d'une évolution d'un business, une évolution du marché du packaging, pour identifier effectivement le packaging de demain. Il faut s'orienter vers ce type de packaging. Et donc on va travailler sur du coworking sur les projets, donc avec CVP,
le partenaire qui sera donc le producteur qui produira cet emballage, le client et les parties prenantes externes qui peuvent être par exemple des moulistes, qui peuvent être des organismes des organismes financiers par exemple. On a mis aussi une charte d'achat responsable qui reprend là 3 grands items: l'éco-responsabilité, l'éthique et la pérennité. Et là aussi, c'est l'idée, la réflexion, c'est à la fois de sensibiliser et impliquer le partenaire dans ces démarches-là et dans ces engagements-là. Donc là, c'est une politique d'achat qui a été envoyée, qui a été signée par chaque partenaire et qui nous l'a envoyé, donc signé, pour, je dirais, confirmer et conforter son engagement auprès de CVP sur ces différents flots-là. Du moins, toutes les animations qui ont été faites, que ce soit sur le jetable, ou sur le textile, ou sur le plastique, on est sur trois secteurs d'activité qui sont assez décriés en ce moment. Et on se rend compte qu'avec des actions chez les uns ou chez les autres, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Après, il faut communiquer dessus, la pédagogie, et puis être encore plus moteur et force de proposition. Vous avez dit avec Mathilde que ça prenait du temps d'un point de vue technologique. Effectivement, nous, le calcul de l'empreinte carbone, ça se fait pas, on se réveille pas un matin et puis ça sort. Bon, aujourd'hui, si, ça fait ça, mais nous, ça nous a pris 2 ans pour pouvoir réussir à calculer l'empreinte carbone de tous les produits qu'on met sur le marché. Donc, c'est une vraie valorisation, c'est une vraie différenciation. Mais pour autant, il faut continuer ça.